Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on enfile la casquette de détective de la santé. Notre mission, apprendre à déchiffrer les gros titres et à percer les secrets de la science qui se cachent derrière. On entend tout et son contraire, n'est-ce pas? Un jour, un aliment est un super-héros, le lendemain, c'est un poison. Alors, comment faire le tri? Pour y voir clair, il faut tout simplement comprendre comment les études scientifiques sont construites. Par où les chercheurs commencent-ils leur enquête? Pour répondre à ça, on va ouvrir ensemble une boîte à outils en 4 parties. D'abord, on va voir la différence fondamentale entre ce qu'on peut appeler un instantané et un film. Ensuite, on verra comment on peut remonter le temps pour dénicher des indices. Puis, on apprendra à transformer ces indices en chiffres bien concrets. Et enfin, on découvrira ce qui est considéré comme la preuve ultime, l'étalon or de la recherche médicale. Allez, on commence par la base, l'observation. Il y a 2 grandes manières de faire. 2 approches vraiment fondamentales pour étudier la santé d'une population. Et l'analogie de l'instantané face au film est juste parfaite pour les comprendre. D'un côté, on a l'étude transversale. Pensez-y comme à une photo, un snapshot. On prend un groupe de gens à un moment précis et on regarde qui est exposé à un facteur et qui est malade, tout ça en même temps. C'est rapide, c'est pratique, mais impossible de savoir qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule. De l'autre côté, on a l'étude de cohorte. Et là, c'est un film. On prend un groupe de personnes en pleine santé et on les suit, on les filme pendant des années pour voir qui, au final, va développer une maladie. Et là, le point de départ est absolument crucial. Au début du film, tout le monde est en bonne santé. On les classe ensuite, par exemple, entre ceux qui font de l'exercice et ceux qui n'en font pas, et on lance la bobine. C'est cette vision vers l'avenir, cette approche qu'on appelle prospective, qui fait toute la force de l'étude de cohorte. Ça permet d'établir une chronologie super claire. D'abord l'exposition, et seulement après, la maladie. Et cette méthode, ce fameux film, a donné des résultats juste spectaculaires. L'exemple le plus connu, c'est l'étude de Framingham. C'est un monument. C'est grâce à ce film qui dure depuis des décennies qu'on a pu mettre un nom sur les grands suspects des maladies cardiaques. Le cholestérol, l'hypertension, le tabagisme, tout ça, ça vient en grande partie de... D'accord, mais que fait-on si une maladie est très rare ou si on ne peut pas se permettre d'attendre 20 ou 30 ans pour avoir une réponse? Eh bien là, les chercheurs sortent un autre outil de leur boîte, un outil particulièrement malin, l'étude cas témoin. Et avec elle, on inverse complètement la perspective. Ici, on change complètement de logique. Fini de regarder vers l'avenir. Maintenant, on regarde dans le rétroviseur. On commence avec des personnes qui sont déjà malades. Ce sont les cas. Ensuite, on leur trouve des sortes de sosiers en bonne santé qu'on appelle les témoins. Et là, l'enquête peut commencer. On va fouiller dans leur passé pour voir si les cas ont été plus exposés à un certain facteur que les témoins. Et pour bien saisir la puissance de cette méthode, rien de tel qu'une histoire vraie. Une tragédie, en fait, qui a secoué l'Europe à la fin des années 50. Imaginez la scène. Les médecins sont complètement désemparés. Une vague de naissances de bébés avec des malformations des membres, des malformations terribles et très rares, déferlent sur le pays. Il fallait une réponse, et vite. Lancer un film, une étude de cohorte, ça aurait pris des mois, des années, c'était tout simplement trop long. C'est là que l'enquête, en mode rétroviseur, a montré tout son génie. Les chercheurs ont comparé le passé de 46 mères d'enfants atteints avec le passé de 300 mères d'enfants nés en parfaite santé. Le résultat était un choc, un véritable coup de tonnerre. Sur les 46 mères du groupe K, 41 avaient pris un médicament bien précis. Et dans le groupe témoin, 0, pas une seule. Le coupable était démasqué, la thalidomide. Cette méthode incroyablement rapide a permis de résoudre le mystère et de sauver un nombre incalculable de vies. Bon, identifier un suspect, c'est une chose. Mais en science, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir mesurer la force de la preuve. Comment est-ce qu'un détective médical passe d'une simple suspicion à un chiffre qui parle vraiment? Alors, l'outil de base pour ça est d'une simplicité presque déconcertante. Un simple tableau à 4 cases, le fameux tableau 2x2. On y répartit les gens selon 2 questions toutes simples. Ont-ils été exposés au facteur, oui ou non? Et sont-ils tombés malades, oui ou non? C'est tout. Mais à partir de cette petite grille, on va pouvoir calculer des mesures de risque extrêmement parlantes. Pour nos films, les études de cohorte, le chiffre qu'on va calculer, c'est le risque relatif, ou RR. C'est très simple, ça répond à la question de combien de fois le risque de tomber malade est-il plus élevé chez les personnes exposées par rapport à celles qui ne le sont pas. C'est sans doute la mesure la plus facile à comprendre. Allez, prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Une étude de cohorte a cherché s'il y avait un lien entre la prise de contraceptifs oraux et le risque d'infection urinaire. On a donc suivi des femmes pendant un certain temps, et voilà les données brutes qui ont été recueillies. Alors après avoir fait tourner les chiffres, on obtient un risque relatif de 1,39. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
C'est assez simple en fait. Un risque relatif de 1, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Ici, avec 1,39, ça signifie que le risque de développer une infection était presque 40% plus élevé chez les femmes qui prenaient des contraceptifs. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. Plus le chiffre est loin de 1, plus l'association est forte. Maintenant, pour les études qui regardent dans le passé les cas témoins, on utilise une autre mesure, l'odds ratio, ou OR. La question est un peu différente, un peu plus subtile. En gros, on se demande est-ce que le fait d'avoir été exposé dans le passé est plus fréquent chez les malades que chez les personnes en bonne santé. Regardons cet exemple. Des chercheurs ont comparé l'exposition passée à un pesticide, le paraquat, chez des personnes atteintes de Parkinson et des personnes saines. L'odds ratio trouvé est de 3,45. Ça veut dire que la cote d'avoir été exposé au pesticide était plus de 3 fois supérieure chez les malades. C'est un indice très très lourd contre ce pesticide. Bon, récapitulons. Jusqu'à maintenant, nos outils nous ont permis de trouver des indices, des associations, des suspects. Mais attention, et ça c'est le point crucial, association ne veut pas dire causalité. Pour prouver qu'un facteur est bien la cause d'un effet ou qu'un traitement fonctionne vraiment, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut sortir l'arme ultime de l'arsenal scientifique, l'étalon or. Et cet étalon or, c'est l'étude expérimentale. Son représentant le plus célèbre, c'est l'essai contrôlé randomisé, ou ECR. Là, on change complètement de dimension. Le chercheur n'est plus un simple spectateur qui observe. Non, il intervient activement. Il va donner un vrai médicament à un groupe et un placebo à un autre, pour comparer les résultats de manière objective. Le mot-clé, le mot magique ici, c'est randomiser. Ça veut dire tirer au sort. C'est la pierre angulaire de toute la méthode. En répartissant les participants au hasard dans les groupes, on s'assure qu'ils sont aussi identiques que possible au départ. Comme ça, si à la fin on observe une différence, on peut être quasi certain qu'elle est due à l'intervention et à rien d'autre. C'est ça qui permet de passer de la corrélation à la causalité. Bien sûr, il faut noter une chose importante, pour des raisons éthiques, on utilise cette méthode pour tester des choses qui peuvent aider, jamais pour prouver qu'un produit est dangereux. Alors, pour résumer tout ça, la cohorte, c'est notre film pour voir les associations se développer dans le temps. Le cas témoin, c'est l'enquêteur du passé, ultra efficace pour les maladies rares. Et l'essai contrôlé randomisé, c'est l'expérience qui seule peut prouver un lien de cause à effet. Voilà les 3 outils essentiels de la boîte du détective médical, chacun avec sa spécialité. Alors la prochaine fois qu'un gros titre sur la santé apparaît, posons-nous la bonne question. Quel type d'étude se cache derrière? Est-ce que c'est juste une photo instantanée, un long film d'observation ou l'étalon or expérimental? Avec ces quelques outils en main, on est maintenant bien mieux équipé pour décrypter l'information et devenir nos propres détectives médicaux.